Salut Mickaël, Salut Franco. merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi dans le podcast Parle-moi de ton app. Alors pour rappel, bon, je t'ai proposé de venir échanger dans ce podcast parce que bah, je te suis depuis très longtemps à titre perso. Tu as créé un produit qui s'appelle Scribecast, c'est vraiment la raison principale pour laquelle bah, je t'ai contacté. Je suis ce produit depuis le lancement, je crois. Tu communiquais sur le développement sur LinkedIn et on avait eu déjà l'occasion d'échanger parce que tu avais vu que je m'étais inscrit, tu m'avais contacté pour avoir un feedback utilisateur Ouais. et on avait échangé. Entre-temps, on s'est recroisé sur quelques événements et puis là, on a décidé ensemble de pousser un petit peu plus la discussion sur ce produit. Et puis on aura aussi l'occasion de discuter de comment tu as développé ce produit, les nouvelles technos et ta vision sur le futur. Yes. Alors, si c'est OK pour toi, je te laisse te présenter, dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours technique, produit, et ce que tu fais aujourd'hui au-delà de Scribecast, et qu'est-ce que Scribecast, même si on va vraiment approfondir Hmm. juste après. Ok. Alors en quelques mots, je suis lillois, j'ai 40 ans, j'ai eu trois vies professionnelles, on va dire. Donc la troisième qui est celle-ci et dont on va parler aujourd'hui. La première, c'était plutôt juste après mes études où j'ai travaillé en cabinet de conseil et en bureau d'études, donc sur un total d'une dizaine d'années. Ensuite, j'ai repris une formation en école d'ingénieur parce que je voulais aller plus loin et j'étais un petit peu bridé par mes diplômes à l'époque. Donc j'avais un DUT et une licence. Et cette école m'a permis d'être un peu meilleur, un peu dans tout, sans être spécialiste d'une chose en particulier. Donc, c'était un diplôme d'ingénieur généraliste. Donc, on voit un peu tout. Mais j'avais quand même pris une spécialisation en entrepreneuriat. Et c'est cette spécialisation en entrepreneuriat qui m'a fait connaître le no-code déjà. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que le milieu des startups me plaisait beaucoup et j'ai toujours eu envie de pouvoir un peu monter mon affaire d'être indépendant, de monter pourquoi pas une startup aussi. Et c'est vraiment grâce à cette formation que j'ai pu m'ouvrir les chakras et aller aujourd'hui sur ce que je fais maintenant. Entre-temps, après ce diplôme-là, j'ai changé de vie professionnelle. Je suis devenu commercial, donc sales, pour un SaaS en B2B dans le milieu industriel. Donc pendant 5 ans quasiment avant de me plonger à plein temps en tant que freelance. Et aujourd'hui, mon titre, c'est Product Builder, développeur no-code, low-code slash IA aussi. On peut aussi dire maintenant AI Product Builder parce qu'on construit avec l'IA, on en parlera peut-être. Mais en gros, voilà, je conçois des produits et des ops, donc des produits qui vont de la web app à la marketplace en passant par le CRM, en no-code avec Bubble ou maintenant en code avec Cloud Code et des automatisations avec Make and 810 et des opérations bien plus larges si on intègre de l'IA, de la base de données comme Airtable par exemple. Ok, bah, très intéressant. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet si ça te va. Donc, c'est-à-dire de parler de Scrapcast. Dans tout ce parcours, à quel moment tu as cette idée de lancer ce SaaS? En quoi il consiste? Enfin, c'est quoi la use case principale? Ouais. Et pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'aventure? Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai switché de vie professionnelle et que je suis devenu sales, j'ai appris le métier sur le tas. Je me suis formé bien évidemment, mais j'ai aussi écouté énormément de podcasts sur la vente, sur le marketing, sur le growth. Et le fait d'écouter des podcasts m'a fait vraiment aimer ce médium-là. J'écoutais énormément de podcasts à l'époque, encore aujourd'hui, mais moins. Et par hasard, l'un des podcasteurs que j'écoutais énormément cherchait quelqu'un pour rédiger ses contenus. Donc, lui proposer des titres, lui proposer des résumés, faire une transcription quasi parfaite à la main de ces épisodes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'en ai fait un, deux, trois. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça me saoulait vraiment de le faire de manière professionnelle, on va dire. Je préférais écouter des podcasts en voiture. Et m'est venue l'idée, plutôt que de moi faire un service d'écriture de contenu pour podcast, je me suis dit, je vais peut-être trouver d'autres personnes. Et pour ça, j'ai monté une marketplace parce que ça tombait bien. Je devais monter une marketplace. J'étais en formation sur le logiciel Auto, donc l'outil no-code phare, en 2021 via le bootcamp de chez Auto. Et donc, pour avoir on va dire, pour finaliser ce bootcamp, il fallait construire un MVP d'un premier produit. Donc, moi, c'était la marketplace. Et donc, l'opportunité de créer une marketplace avec ce que je faisais a fait que j'ai monté We Love Podcast, donc une plateforme de mise en relation, donc une marketplace de services
dans le milieu du podcasting. Donc, il y avait de la rédaction de contenu à la main, comme ce que je proposais à l'époque, et aussi du montage audio, du mixage, des graphistes pour faire les covers, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur Bubble en construisant cette plateforme. Suite à ça, comme c'est une plateforme type marketplace, c'est très compliqué de trouver à la fois l'offre et la demande. Il faut passer énormément de temps pour ça et pouvoir grossir rapidement. Donc j'ai laissé un petit peu tomber de côté cette histoire, mais je me suis quand même laissé embarquer dans la transcription, toujours, donc toujours le contenu écrit, mais automatisé via l'IA, parce que GPT-3 ou 3.5 venait de sortir à l'époque. Et là, j'ai compris tout l'étendue des possibles qu'on pouvait avoir avec cet outil, même s'il était très bridé à l'époque. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais construire un produit, cette fois non plus une marketplace, mais un SaaS, parce que je voulais n'avoir qu'un seul type de client à trouver qui était la demande plutôt que l'offre. Et tourner sur un modèle d'abonnement me convenait mieux que de la prise de commission, comme je pouvais le faire avec la marketplace We Love Podcast. Donc c'est là où l'idée de Scriptcast m'est venue, de pouvoir toujours créer des contenus écrits, mais de manière automatisée avec GPT 3.5, je crois, à l'époque. Ok. Donc, ouais, donc vraiment, historiquement, tu as vraiment je dirais, un passé dans le milieu du podcast, dans le sens où déjà, Ouais. tu es t'es vraiment très consommateur. Après, par opportunité, donc as collaboré avec quelqu'un qui avait un podcast. Et tu as commencé, bon, déjà à entreprendre dans ce milieu avec We Love Podcast. Le premier, la première version vraiment donc de Scribecast, elle consistait, donc, tu avais fait un focus sur la retranscription. Enfin, elle consistait en quoi cette première version? Ouais. La première version, c'était uniquement la transcription plus un résumé. Après sont venus les autres types de contenus, mais le focus premier, c'était ça, et j'ai sorti une version, on va dire, en bêta fermée pour la faire utiliser par quelques connaissances dans le podcasting qui m'ont dit que ça marchait très bien. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire et je vais essayer d'aller plus loin, Ok. proposer des posts LinkedIn, blog posts, articles, enfin type newsletters aussi. Et après, j'ai ajouté encore des fonctionnalités jusqu'à arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et donc Scribecast, la techno derrière Scribecast, c'est Bubble. Et Bubble, ouais. sur la partie plus back-end, base de données, etc., tu as un Alors, outil. c'est 100% Bubble, donc la construction du front via l'éditeur de Bubble, le D'accord? visuel, et tout le back, c'est géré aussi par Bubble, donc la base de données qui est gérée dans Bubble, et l'orchestration, enfin les workflows aussi sont dans Bubble. C'est l'avantage de cet outil, qui est un outil qui est assez difficile à prendre en main avec une montée en compétences assez longue quand on débarque, mais quand on a déjà une appétence pour la technique, c'est plutôt facile, je trouve. Et l'avantage, c'est que tout est au même endroit. Donc, il n'y a pas besoin de faire des appels API dans tous les sens pour gérer sa data. Ok, c'est intéressant. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout expert Bubble, mais c'est parce que j'ai déjà beaucoup entendu parler. Alors moi, les seules fois où j'ai testé Bubble, c'était avec le setup que tu viens d'évoquer. Donc j'étais Ouais. resté vraiment à 100% dans l'écosystème. Et je trouvais que, c- pour le coup, ça présentait quand même un très gros avantage d'avoir tout l'écosystème au même endroit, enfin, l'environnement de développement. Mais j'ai entendu beaucoup parler de Bubble avec un back-end as service avec Mm. connectant en API type Xano. Euh, Enfin, il y a une raison particulière pour laquelle tu n'as pas choisi de faire ça. Là, je te pose vraiment la question Alors, de façon ouverte, hein, parce que j'ai pas d'avis sur le sujet. c'est pas une raison particulière pourquoi je n'ai pas choisi cette stack, mais pourquoi les autres choisissent cette stack. En fait, Xano est arrivé à un moment donné où sur Bubble, certaines personnes rencontraient des limites de performance parce que base de données mal pensée, mal schématisée, donc des datas qui sont un peu dans tous les sens, des tables qui sont très grandes avec beaucoup de champs, des workflows et des back-end workflows qui ne sont pas réfléchis et optimisés pour aller vite. Et donc, beaucoup de monde se disait, c'est pas scalable. Bubble, c'est bien au début pour un MVP, pour une V1, mais après, quand ça grossit, c'est pas scalable, il faut sortir. Hmm. Donc, Xano est arrivé avec ce back-end no-code. Ça a fait vraiment une boule de neige et les gens ont dit, tiens, c'est ça qu'il faut. Les startups qui étaient lancées depuis un moment et qui commençaient à grossir se disaient, tiens, il faut qu'on aille là-dessus aussi. Donc, beaucoup de monde se sont mis à une stack Bubble Xano. Mais sincèrement, dans Bubble, si tout est bien réfléchi dès le départ, en termes de base de données et si tout est bien optimisé au niveau des back-end workflows et des workflows, il n'y a pas de réelle raison de sortir de ça. On voit souvent du Xano ou même du Supabase maintenant, mais pour des stacks modulaires et non plus des stacks no-code tout en un intégrés comme Bubble.
Quand tu vas sur du web pour ton front, là, forcément, tu as besoin d'un back-end. Donc, tu vas Hmm. aller sur du Xano. Mais franchement, sur Bubble, c'est pas nécessaire. Il y a des startups qui sont montées très haut avec la stack full Bubble et il n'y avait pas de souci, quoi. Et du coup, j'ai cette question qui me vient là en discutant de Bubble. Euh, Est-ce que toi, tu as vécu le changement, parce que alors moi je l'ai vécu enfin je l'ai vu passer de loin, ce changement de modèle économique, où si je dis pas de bêtises, avant c'était bon bah tu avais un abonnement un peu plus classique à un système au workload unit. Ouais. Et est-ce que t'as connu ce changement sous Scribecast ou c'était avant de mémoire, je sais. C'était en même temps, il me semble. En même temps, ça a fait très peur ce changement parce que le pricing est sorti comme ça de n'importe où et on s'est vite rendu compte que ça allait coûter très cher à beaucoup de monde. Donc beaucoup de personnes de la communauté Bubble ont râlé, hein. Ce qui est cool avec Bubble, c'est qu'ils écoutent leur communauté. Et ils ont repensé un peu la méthode de Hmm, calcul des workload units. Donc les workload units, on va dire que c'est des crédits que tu utilises et que tu consommes dans ok. Bubble quand tu réalises une action. Donc un utilisateur qui va cliquer sur un bouton, ça déclenche derrière un workflow. Ce workflow va consommer des workload units. Dans le package de base, tu as un certain nombre de workload units, plusieurs centaines de milliers. Et si tu les dépasses, bah après, il faut passer à l'abonnement supérieur. Donc au départ, le nouveau pricing a fait peur à tout le monde. Même moi, je me disais, tiens, ça va me coûter 700 euros par mois assez rapidement, ce truc. Donc c'était, on va chercher une autre solution. Hmm, Beaucoup ont cherché une autre solution et sont partis sur du web, sont partis sur d'autres softs. Mais le pricing revu et les méthodes de calcul revues ont fait que bah, finalement, même moi aujourd'hui, je paye toujours que 32 dollars par mois mon abonnement. ok. J'ai assez de workload unit pour faire tourner mon SaaS. On arrive sur des abonnements plus chers quand vraiment tu as beaucoup de trafic. Mais si tu as beaucoup de trafic, ça veut dire aussi que tu as un business model associé à ton app et donc que tu dois faire du chiffre d'affaires, ce qui te permet de payer Bubble derrière. Donc logiquement, il n'y a pas de souci. Et les workload units ont sincèrement remis les choses à plat et ont permis à beaucoup de se dire, OK, comment je peux optimiser mon workflow, comment je peux faire en sorte de consommer moins, d'être plus performant aussi en vitesse d'exécution. Et ça, franchement, ça a fait plus de bien que de mal, je trouve. Ok, c'est intéressant parce que ça, moi, comme je l'ai vu de loin, je pense que j'ai juste vu un petit peu disons, la colère de la communauté Bubble à l'époque Mm. avec le premier changement, qui est visiblement a peut-être été un peu trop brutal et pas forcément pertinent. En tout cas, ils se sont vite remis Ouais, en question. Mais je voyais aussi des échanges qui disaient qu'effectivement, une application Bubble, dans tous les cas, si elle est bien optimisée, que tu fais bien les choses, il n'y a pas de raison qu'elle te coûte plus cher ouais, que nécessaire, mais sous condition de bien faire enfin, de travailler proprement. Et là où je te rejoins, c'est qu'après, bah, en fait, exactement, je sais pas, comme Google AdWords ou enfin tous ces outils où tu peux dépenser un petit peu selon la consommation. Normalement, si tu mets bien en place l'outil pour des raisons business derrière, bon, bah, tu fais plus de chiffres que ce que tu dépenses exactement. sur Bubble. Ok, donc c'est intéressant que toi tu sois resté, enfin que tu sois resté sur l'outil, que tu aies choisi quand même la stabilité. Et au final, bon, c'est vrai que je trouve que ce que je te disais la semaine dernière quand on échangeait, c'est que ma Bubble dans toute cette révolution technologique, je trouve enfin même notamment sur le mobile, en fait ils y vont doucement mais sûrement, mais c'est une société qui a le mérite, je trouve, bah, de rester sur la durée en fait, parce que Ouais. ils cochent les cases une par une. Et là, bon, bah, il y a eu un sujet visiblement sur le modèle économique. Ça a été traité, donc enfin, tu vois, j'en savais pas beaucoup plus que ce que tu viens de me dire. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer sur les prochaines années, tu vois, par rapport au développement IA dont on Alors, ils pourra. intègrent aussi de l'IA aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont mis du temps à sortir le fait de pouvoir éditer et construire des applications mobiles natives. Là, très récemment, je crois que c'était il y a une semaine, ils ont sorti le fait aussi de pouvoir faire des paiements in-app iOS. Donc, ça veut dire que tu peux prendre un abonnement dans l'application plutôt que faire des paiements one-shot. Tu peux maintenant prendre des abonnements dans l'application en tant que telle. Et par contre, ils ont été très vite sur la sortie de modules IA. Donc maintenant, tu peux construire from scratch une application à partir d'un prompt IA. Et l'outil va te créer ton front, ta base de données, etc., sur laquelle tu peux itérer. Et tu as un petit module maintenant aussi qui te permet de discuter dans ton app, dans ton éditeur, en disant, bah tiens, là, j'aimerais faire ceci ou cela. Tu l'envoies et c'est vraiment l'IA qui va te construire les choses petit à petit dans l'application. Donc c'est un mix où tu as la programmation visuelle associée à la construction par IA, par le Ok. prompting. Et ça, je pense que c'est un bon move à faire. Et ça, pour le coup, je trouve qu'ils ont été assez vite à le faire tout de même. Hmm. Je me souviens de quelques tests, enfin, effectivement, quand ils avaient sorti cette fonctionnalité, là où
Il y a d'autres outils. Bon, bah, moi, j'ai beaucoup utilisé Flutterflow. Hmm. Enfin, j'utilise encore Flutterflow sur certains projets. Euh, sur la génération d'IA, l'outil est pas du tout. Enfin, sur la génération de pages via l'intelligence artificielle, l'outil est pas du tout au point. Et encore moins sur la génération d'un flow d'action pour faire, par exemple, ne serait-ce que un flow d'authentification classique. Bon, bah, en Hmm. fait, il y a même pas cette fonctionnalité génération du flow. Et sur les pages, bon, c'est plus qu'approximatif. Là, par contre, ils viennent de sortir, donc tu vois, c'est quand même. Il y a, je me souviens que j'avais vu une vidéo de démo de cet outil de génération de pages avec Bubble qui incluait même le workflow dedans. Bon, bah là, ils viennent. Flutterflow vient de sortir un outil de design en fait où d'abord tu designs avec l'IA et ensuite tu importes le design D'accord. dans Ouais. l'application, mais c'est très récent quoi. C'est très récent. Pour en revenir à Scribecast, je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce que... Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce produit? C'était vraiment plus le côté tu voulais lancer un business qui était qui était un petit peu plus automatisé, ou c'était aussi, alors il y a toujours cet enjeu de chiffre d'affaires, mais est-ce que c'était plus le côté créatif, vraiment tu voulais, Ouais. c'est quelque chose qui t'a tiré, c'est quoi les raisons profondes qui t'ont amené à lancer ce SaaS? Alors moi, il y a un truc qui est inné chez moi, c'est que j'adore apprendre en faisant. Donc je peux pas seulement apprendre en regardant des formations en ligne et en lisant des bouquins, il faut que je fasse. Donc je mets toujours les mains dans le cambouis et forcément quand tu commences quelque chose, tu te prends au jeu et tu avances. Donc c'est comme ça que j'ai fait aussi pour Scrapcast. Et je te parlais des podcasts que j'écoutais énormément, notamment Indie Makers. Et dans Indie Makers, c'est tous des gens qui étaient en solo, qui montaient des petits business solopreneurs et qui arrivaient à vivre de leur soft avec le MRR, donc le revenu récurrent mensuel qu'ils faisaient. Ils arrivaient à se verser des salaires, etc. Et je trouvais ça fou. Notamment, il y en a un qui avait monté photo.studio et en quelques mois, il était monté, je crois, à 9 000 euros par mois. Je me dis, mince, le modèle SaaS, en fait, c'est vraiment ça par rapport à la marketplace que tout le monde fait au début quand il commence avec Bubble. Le modèle SaaS, c'est vraiment ce qui est bon. Donc, je voulais aller là-dessus. J'ai dit, OK, je vais continuer à progresser dans Bubble. Donc, je vais penser à qu'est-ce que je peux faire en mode SaaS tout en incluant le modèle économique, enfin, le domaine du podcasting Hmm. et de l'IA. Pourquoi? Parce que je voulais intégrer de l'IA tout simplement pour jouer avec les API. Donc, avec API Connector dans Bubble, ça permet de connecter des API. Donc, voilà, je veux un produit qui fonctionne et qui me rapporte un peu d'argent, même 100 euros. Je veux aller faire les choses en apprenant, donc en mettant les mains dans le cambouis. Je veux intégrer des API, notamment OpenAI, et je veux aller sur du modèle SaaS parce que c'est mieux que de la marketplace. Donc en quelques semaines, j'avais déjà sorti quelque chose de très potable avant de lancer la V1 en ouverture publique. Ok. Attends, tu disais donc quelques semaines, c'est-à-dire exactement, enfin. Alors, combien, je ne sais pas, combien d'heures exactement, je ne sais pas, mais sur un mois ou deux de mémoire à l'époque, j'avais sorti la première version parce que je n'y travaillais que quelques heures par semaine ou le week-end, je ne sais plus trop le rythme que je m'imposais dessus. Mais c'était vraiment pour dire, voilà, je teste des choses, Hmm. j'essaye, mais c'était vraiment le soir et le week-end. Je crois que la journée, je ne sais plus où j'en étais à ce niveau-là, à ce moment-là, mais soit j'avais des clients, soit j'étais encore en CDI. Donc je ne pouvais pas forcément passer toutes mes journées complètes là-dessus. Donc je l'ai fait petit à petit, et puis au bout de un mois ou deux, j'ai sorti la première version utilisable. Ok. Oui, donc vraiment en mode, bah, pour le coup, side business, parce que enfin, il Ouais, c'est fallait ça. que tu. C'est pas forcément, c'est ça le aussi, c'est super d'entreprendre dans ce genre de business, de créer un produit, mais au début, ça rapporte pas de cash et il y a il y a les réalités du quotidien. Euh, Là, donc, une fois que tu as lancé, t'as lancé Scribecast, pardon, tu as passé la phase bêta-testeur, tu as mis combien de temps à avoir tes premiers utilisateurs enfin, payants? Donc, c'est-à-dire, enfin, vraiment, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus précisément là de Ouais, la partie plus acquisition et monétisation sur la tout à fait. première Ouais. phase de ce produit? Donc comme Et je disais, j'ai et les premiers sorti. retours aussi de tes utilisateurs, est-ce qu'ils étaient bons, enfin, au-delà des Voilà, exactement. bêta-testeurs? C'est très lié au premier retour que j'ai eu parce que je l'ai sorti en bêta fermée à 10 personnes, je crois, donc des connaissances dans le milieu du podcasting qui très vite m'ont fait des retours. Donc ça m'a permis d'améliorer le produit. Je l'ai amélioré, je crois que c'était en juin. Juillet, je suis parti en vacances et quand je suis revenu au mois d'août, j'ai finalisé par rapport au feedback que j'avais eu et tout de suite, j'ai mis l'abonnement. J'ai mis en place l'abonnement et je crois que j'étais en dollars parce que je voulais attaquer le marché international avec un soft en anglais, etc. J'étais à 10 dollars par mois.
Donc, les premiers utilisateurs qui étaient en bêta et qui ont mis le produit, finalement, se sont tout de suite abonnés pour 10 dollars par mois, TTC. Et petit à petit, après, j'ai commencé à monter les prix en parallèle du nombre de clients qui arrivaient. Donc, les prix sont passés de 10 dollars à 10 euros TTC, puis 10 euros hors taxe, pour arriver à 15 euros hors taxe en prix d'entrée, plus les autres plans qui sont plus pro et team. Mais maintenant, la barrière à l'entrée, c'est 15 euros par mois à peu près, hors taxe. Aussi, comment j'ai trouvé mes utilisateurs suivants, tout simplement en communiquant sur LinkedIn et sur Twitter. Et aussi, et ça a bien marché, en allant chercher les gens sur les groupes Facebook. Donc tu tapes podcast ou podcasting sur Facebook, tu as des groupes, je me suis inscrit à des groupes, et j'ai vu qu'il y a des gens qui cherchaient des moyens de pouvoir faire du contenu à partir de leur podcast, de transcrire, etc. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de pousser un petit peu mon tool là-dessus. Et c'est comme ça que ça a marché. Donc, j'ai pas fait de Product Hunt, j'ai pas fait de sub sur Reddit. Euh, voilà, je suis allé très sincèrement chercher les gens à la main sur LinkedIn, Facebook, en disant, j'ai fait ça, est-ce que tu veux tester? Et puis, comme il n'y avait aucun plan gratuit à l'époque pour tester, ben, ça a amené des gens facilement, ils pouvaient tester. Et puis finalement, ils avaient, je crois, le droit à 60 minutes tous les mois renouvelables. Donc, ils n'avaient rien à perdre d'essayer. Maintenant, tu t'inscris et tu dois mettre ta carte bleue et tu as 7 jours d'essai gratuit. Et au bout de 7 jours, tu commences à payer ton abonnement. Ok. Et donc, enfin, c'est intéressant cette façon d'aller chercher tes premiers utilisateurs bon, là où ils se trouvent en fait, et de façon Ouais. très manuelle, parce qu'il y a quand même, ça c'est un grand sujet, j'ai l'impression, c'est que on parle tout le temps d'automatisation, de scaling, mais en fait, à chaque fois que j'échange avec des entrepreneurs comme toi, bon, ben, il y a toujours ce discours qui revient, c'est qu'en fait, avant d'automatiser, avant de penser grand, on fait les choses à la main pour bien comprendre à qui on a affaire. C'est beaucoup plus efficace, enfin, d'envoyer des messages et d'aller contacter personnellement les gens. Et j'ai l'impression que toi, bah déjà, je l'ai vécu personnellement en tant qu'utilisateur. C'est ce que tu as fait, puisque j'ai reçu un message LinkedIn de ta part 2 jours après avoir testé ton outil pour, je me souviens, prendre des feedbacks, savoir si ça s'était bien passé et savoir surtout, je me souviens, le use case pourquoi est-ce que j'avais utilisé Skycast. Donc, j'avais vraiment remarqué que tu avais fait cet effort, mais tu avais mis l'énergie pour aller chercher les utilisateurs et comprendre vraiment dans le Ouais. but d'améliorer le produit. Et donc, avec cette méthode, tu as réussi t'as été chercher combien d'utilisateurs gratuits et payants? Hum, alors, en gratuit, donc visiteur, inscription qui venait de. Ah, j'ai fait aussi une chose. Je l'avoue, j'avais oublié ça, c'est de l'inscription sur des sites web de référencement de tous les IA. Pendant un moment, il y a eu cette mode des annuaires de tous les IA, en fait. Oui, Il y en avait beaucoup, donc j'ai mis Scribecast dessus, sur 3 sites. Mais je ramenais beaucoup des personnes de Russie, des Chinois, etc. Donc après, je les coupais. J'avais même filtré les IP qui venaient de Russie, je les bloquais carrément, euh, parce que c'était pas qualitatif finalement. Mais en vrai utilisateur, en vraie inscription, je suis monté à quelques centaines d'inscriptions et avec 60-70 clients payants. Donc entre 10 dollars et le nouveau prix à 15 euros, j'avais 60-70 clients payants en quelques mois. Donc ma courbe de MRR ne faisait que monter. Donc c'était super cool de voir tous les mois, tu passais de 50, 100, 200, 300. Et je suis monté assez rapidement à bon niveau, on va dire, pour moi tout seul. Et par contre, comme tu le dis, il faut maintenir cette relation de OK, pourquoi tu t'es inscrit, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, pourquoi tu te désabonnes, comment je peux faire en sorte aussi que tu puisses rester même si tu n'as plus besoin de la solution. Donc j'avais mis en place un système non plus d'abonnement, mais d'usage à l'utilisation. Donc tu payes que ce que tu consommes. Pendant un moment, il y avait les deux choix. Business model, abonnement, tu prends un abonnement et tu es libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Ou alors le modèle, tu consommes et tu payes à la fin du mois. Euh, les deux ont tourné pendant 2 mois en parallèle, mais j'ai remarqué que des utilisateurs qui étaient sur le modèle abonnement, qui payaient forcément trop cher par rapport à leur usage, étaient revenus sur le modèle à usage pur. Et du coup, c'est là où j'ai perdu déjà un peu de chiffre d'affaires. Et finalement, genre, on va en reparler après, mais après, j'ai perdu cette envie de faire la chasse aux nouveaux utilisateurs. J'avais d'autres choses à tester, d'autres nouvelles idées. Et le côté acquisition, je l'ai délaissé un peu de côté. Je ne faisais pas de SEO, j'en fais toujours pas. Sur Scribecast en tout cas. Sur mes nouveaux projets, j'en fais maintenant. Donc le nombre de nouveaux clients n'a pas évolué forcément par rapport à ce que j'avais déjà eu à l'époque.
Ok. Et donc là, excuse-moi si tu fais répéter, aujourd'hui, sur le modèle économique de Scribecast, non, c'est euh, période d'essai de 7 jours, puis tu passes à l'abonnement à 15 € hors taxe minimum, et Ouais. tu as ou t'as les forfaits supérieurs, mais tu fais plus ce modèle à la consommation? Non, je l'ai enlevé. Parce que justement, comme je voyais des abonnés migrer vers ce modèle, Ouais. j'en ai encore. Je ne les ai pas du coup tués, ces clients-là. Ils tournent toujours sur ce modèle-là, mais je ne le propose plus quand tu t'inscris, hein, finalement. Donc j'en ai toujours, je pense, une dizaine qui tournent sur la consommation au réel et qui payent quelques euros peut-être par mois, des fois 3, 4 euros par mois pour l'usage qu'ils en ont, alors qu'ils auraient pu payer 15 euros s'ils étaient sur un abonnement. Oui, je comprends, oui. Donc en fait, tu t'es rendu compte que en changeant ce modèle économique, il n'y avait pas forcément. Les gens se sont pas retrouvés à consommer pour, je sais pas, 22 €, 23 € Ça de. arrivait qu'il y en ait un ou deux qui explosent leur quota sans le faire exprès ou de manière très ponctuelle, et qui payent 40 euros dans le mois alors que s'ils avaient eu un abonnement à 15 euros, ils en avaient eu assez. Mais voilà, c'était très rare, quoi. Et au niveau des modèles économiques, enfin, je t'ai pas posé la question, tu m'as tout de suite parlé du modèle freemium que tu as fait évoluer, puis ce modèle un petit peu, enfin, comme on connaît beaucoup aujourd'hui, notamment avec les outils d'IA, un Ouais. petit peu à la consommation. Euh, mais est-ce que tu avais, enfin, comment quel était ton procédé de réflexion pour choisir le modèle économique? Est-ce qu'il y en avait d'autres qui ont été mis en hypothèse et en fait tu t'es dit non, je reste sur du freemium? Non, il y avait vraiment ce modèle économique de abonnement avec trois plans, en se disant il y en a trois et les gens vont aller sur celui du milieu, le deuxième, mais finalement c'est le premier le moins cher qui est le plus sollicité. J'ai quelques clients qui sont sur le modèle pro et le modèle, enfin le plan pro et le plan team, mais c'est parce qu'ils ont un autre usage, ils ne sont pas simples podcasteurs, soit ils sont podcast managers et ils travaillent pour des podcasteurs, donc ils ont plusieurs clients eux-mêmes à gérer et ils utilisent Scribecast pour ça, ou alors ce sont carrément des studios qui utilisent la solution et ils tournent beaucoup d'épisodes, plusieurs épisodes par semaine et qui sont très longs, donc ils ont besoin d'énormément de minutes. Parce que chacun des plans en fait, est défini en fonction d'un quota de minutes pour Hmm. le nombre de transcriptions que tu vas faire. En fonction, un épisode d'une heure, c'est 60 minutes. Donc, tu as des quotas de minutes à ne pas dépasser sur chaque plan. Et tu as des quotas de crédit aussi pour la génération de contenu avec l'IA. Et forcément, bah, soit tu as un usage très simple et pour 15 euros, tu en as largement assez, soit tu commences à faire beaucoup de choses et il faut que tu montes sur les plans supérieurs. Mais forcément, tu as un ratio minutes-crédit qui est de plus en plus important quand tu montes sur les plans. Ok. Donc là, j'aime bien quand même pendant ce genre d'échange essayer de tout le temps mettre un curseur sur la chronologie. Mm. Au stade où tu as 70 clients, enfin que tu les as, disons que tu as vraiment validé ces 70 clients, Ouais, euh, il s'est passé, alors je crois que la caméra s'est éteinte. voilà, elle revient, t'inquiète pas. Ok. Du coup, au stade où tu as 70 clients, que tu les avais vraiment validés, il s'est passé combien de temps depuis le lancement de la première version de ton produit? Tu- Entre la version 0 et ses 70 clients, je crois que c'est passé à peu près 6-8 mois. 6-8 mois. Et en Ouais. 6-8 mois, tu es resté sur la fonctionnalité de base dont tu m'as parlé, qui est retranscription plus résumé, ou il y a eu des grosses updates entre-temps? Alors non, j'ai ajouté la génération d'idées pour des titres. J'ai fait les extraits des moments forts. Et ça c'est mon truc préféré, c'est les extraits de moments forts de l'épisode. Ça te les résume, en fait, ça te fait trois, quatre petites lignes pour résumer un moment fort, et ça te met un titre. Donc ça fait vraiment des petits blocs et ça te permet aussi de rebondir après sur d'autres sujets. Si tu veux faire du contenu dérivé à partir de là, tu peux dire, OK, ben, on avait parlé de ça et appuyer là-dessus en particulier. Donc ça, j'aime bien. Tu as le chapitrage, donc avec les timestamps, à tel moment, on a parlé de ça, à tel moment, on a parlé de ça. Ça te permet de faire des découpages des timelines en fait dans tes résumés d'épisodes ou alors pour un découpage YouTube ou Spotify, ça c'est pas mal. Et j'avais aussi été très vite sur la newsletter et le blog post, mais c'est pas des choses qui sont très utilisées finalement ça. Donc tu as une structure de newsletter, une structure de blog post, tu as des posts LinkedIn et Twitter aussi qui sont permis sur Scribecast. Donc voilà, plein de contenu écrit. J'ai essayé d'aller sur du visuel, mais tout ce qui est visuel, c'est très subjectif finalement. Les gens s'y retrouvent jamais vraiment. Déjà à l'écrit, il faut y aller pour avoir conscience que c'est fait avec l'IA et que c'est pas ta propre patte qui écrit. Et donc, des fois, il faut réécrire derrière. Encore une fois, l'outil Scribecast, c'est comme tout IA aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça fait pas le boulot à ta place, ça t'aide à aller plus vite. Derrière, il faut toujours travailler un petit peu. Donc là, c'est pareil.
Donc les images, là, une image pour moi c'est figé, quoi. Tu crées une cover, tu crées un visuel pour LinkedIn, etc. C'est difficile après de le modifier, alors que du texte, tu peux très vite le modifier en tant qu'utilisateur. Donc j'ai laissé tomber ces côtés visuels, images et même vidéo. J'avais fait de la vidéo avec Scribecast à partir des extraits de moments forts, justement. Je générais des images qui elles-mêmes étaient générées ensuite en vidéo, puis collées. Ça prenait un script et ça faisait une voix off par-dessus avec Eleven Labs. Et ce script aussi, tu avais un sous-titre sur la vidéo. Donc finalement, tu sortais avec un short, un réel. Mais voilà, j'en étais pas très fier et très fan de moi-même, donc je l'ai enlevé finalement pour me concentrer juste sur le texte. Ok, sur l'histoire du montage vidéo, c'est intéressant. Enfin, alors, j'ai pas vraiment expérimenté cet use case techniquement parlant, mais j'ai vu un entrepreneur qui fait des. Tu sais, il y a un peu il y a ce format notamment qui a émergé avec Finari qui explique l'histoire d'un entrepreneur. Ouais, Enfin, je sais pas si tu connais. oui, Et bon, lui, il a grosso modo, il a 100% automatisé ça, pareil. Alors, je suppose qu'avec l'IA, il fait la fiche d'un entrepreneur. Ensuite, il vient générer des photos et une voix off. Et puis, il publie ça sur YouTube. Et ça, c'est pas aussi qualitatif que Finari, mais tu sens que le temps de travail est pas du tout le même non plus, quoi. c'est clair. Et c'est des choses que j'ai expérimentées, c'est tout des choses qui me plaisent beaucoup et j'ai expérimenté. Donc il y a plein de choses en fait qui sont en off, qui sont pour moi, mais que je n'ai Hmm. pas mis en live pour tout le monde. Il y a le côté où tu peux avoir du multi-collaborateur, donc tu viens en tant que responsable d'équipe, tu es un studio, tu t'inscris sur Scribecast et tu peux dire, OK, bah, il y a mes trois gars ou trois personnes là qui vont travailler sur Scribecast avec le même compte, mais elles n'ont pas accès à toutes les features et elles ont accès à des podcasts bien particuliers. Il y a aussi une feature pour gérer tes invités en amont. Donc, un peu comme sur un Notion où tu vas mettre toute ta liste d'invités potentiels. Tu mets leur lien LinkedIn et automatiquement, ça va aller enrichir cette fiche et créer un message d'invitation pour LinkedIn pour dire Ah, voilà, ok. moi j'ai un podcast qui parle de ça, est-ce que tu aimerais venir chez moi, etc., etc. J'ai vu que tu parlais de ça. Donc ça existe, mais je ne l'ai pas mis en ligne parce que je me dis, ok, c'est bien, c'est cool, mais est-ce que ça répond à un réel besoin? Aujourd'hui, personne ne me l'a demandé et donc je ne peux pas le savoir. Il y a Bon, alors, peut-être aussi deux, trois autres choses moi, que je te tu le aimerais avoir demande en ça. tout cas. Ah ouais, ça c'est. Bah, en fait, pour le podcast, enfin, parle-moi de ton app que j'ai fait, comme je te le disais au début, de façon un petit peu informelle. Et pour là, maintenant que j'ai vraiment compris avec qui je souhaite avoir des discussions par rapport à ce que mon audience apprécie, bon, bah, j'ai fait la liste des solopreneurs dont tu faisais partie. C'est pour ça que quand on s'est vu à ce meet-up, tu m'as dit, tu es venu faire un tour sur mon LinkedIn. C'est parce que j'avais listé en fait tous ceux qui m'intéressaient. Donc là, je l'ai fait dans un Notion et je contacte les gens manuellement, mais si, enfin, en tout cas, moi, la use case me parle vraiment parce que j'ai dû mettre en place un petit process pour gérer qui est-ce que j'ai contacté, et qui est-ce qui est OK, avec qui j'ai programmé un podcast, etc. Là, ça revient finalement à faire ce que je fais dans mon job de freelance, trouver des prospects, les adresser sur LinkedIn, leur envoyer un petit message d'invitation. Ça, je l'ai fait pour moi. C'est un peu comme LGM, tous ces outils de outreach en fait que tu peux avoir et qui vont adresser des gens sur LinkedIn. J'ai fait la même chose dans Scribecast où tu mets ta liste d'invités potentiels, leur lien URL. Ça te fait une fiche récap de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Comme ça aussi, tu peux t'en servir pour après poser des questions dans le podcast. Et tant qu'ils n'ont pas accepté l'invitation, de toute façon, ça envoie des relances sur LinkedIn. Encore une fois, je l'ai fait que pour moi, c'est expérimental, c'est en proto. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'aime bien bidouiller. Mais voilà. Ce que j'ai ajouté récemment aussi, c'est la synchronisation vers Notion. Donc, quand tu as créé tous tes contenus à partir de ton épisode, tu appuies sur un bouton et ça envoie tous tes contenus vers Notion. Donc, tu n'as plus besoin de faire des copier-coller. Ça m'a été demandé par un client. Tu appuies sur le bouton et ça envoie sur Notion. Après, tu n'as plus qu'à faire une relation avec ta base de données d'invités si tu les gères aussi sur Notion. Donc, un invité, des contenus, tu as le titre, les résumés, les moments forts, le chapitrage, tout est automatiquement balancé dans Notion. Et là, je suis en train de finaliser une implémentation native chez Auphonic. Donc, Auphonic qui est un soft en ligne qui permet de faire des productions et de mixer ces productions audio pour Hmm. traiter le son, découper, etc. Et quand tu as fini, tu peux envoyer ton audio sur Google Drive, sur YouTube ou autre. Et dans peu de temps, logiquement, tu devrais pouvoir envoyer ton audio directement sur Scribecast sans rien faire de plus que d'appuyer sur un bouton. Et ça va générer ta transcription. Sur Notion, si c'est OK pour toi, j'aimerais bien qu'on pousse un petit peu parce que, alors, si je dis pas de bêtises, j'ai cru que tu avais communiqué sur LinkedIn de cette intégration Ouais. et que tu avais eu quelques petites problématiques avec l'API Notion par rapport au nombre.
de mots que tu pouvais envoyer sur un seul appel et du coup, tu avais dû splitter. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est C'est de ça. souvenir, c'est ce que j'avais cru Attends, je vais comprendre. reprendre le poste justement parce que j'ai moi-même oublié de quoi je parlais. Je sais que j'ai eu des petits. J'en Moi, fais j'ai tellement tous les jours. j'ai souvenir d'un post où tu dis qu'en fait, tu pouvais pas envoyer le podcast en un seul appel API. Ouais, Et donc, la solution, ça avait été de splitter en fait. Et pour un podcast, tu faisais trois quatre appels et tu venais synchroniser la fiche Notion, et tu avais pris en compte bah, les retours à la ligne, etc., quoi. ouais, c'est ça, exactement. Bah, effectivement, je suis sur le poste là, poste qui date du mois dernier. Et c'est exactement ça. Découpe intelligente des textes selon en morceaux de 1950 caractères parce que tu es limité à 2000 caractères maximum quand tu fais un appel API pour envoyer ton texte, tu es limité à 2000. Donc je l'ai coupé à 1950 et j'ai fait en sorte de pouvoir couper aux phrases ou aux paragraphes, pas en plein milieu d'un mot finalement. Donc vraiment quand le paragraphe ou la phrase s'arrête, et derrière, je réinjecte tout ça au format, chaque morceau au format JSON compatible avec l'API Notion. Et ce qui me permet, bah, à chaque passage, d'ajouter le paragraphe suivant, limité dans les 1950 caractères. Et ça gère surtout aussi l'échappement des caractères spéciaux. Parce que c'est ça qui est galère aussi quand tu fais une transcription. Il se peut que l'outil de speech-to-text invente des moments où il va mettre des choses entre guillemets, etc. Hmm. Et ça, bah, ça fait péter le JSON, donc c'est vraiment merdique quand tu l'envoies sur Notion. Donc j'ai fait tout ça. Bien évidemment, je me suis aidé de Claude, hein, ouais, c'était Claude encore, pas Claude Code, mais je me suis aidé de Claude pour itérer, pour essayer. C'était mon binôme de développement pour faire ça sur Bubble. C'est du custom code, ça? Je ne sais même plus. C'est ouf. J'ai passé tellement de temps, je suis passé à tellement d'autres choses à côté que je me souviens même plus comment j'ai fait concrètement. Non, non, c'est juste école API de mémoire. Faudrait que je me remette dedans. On pourra Ok. peut-être répondre en petite ligne à la fin de l'épisode quand ça sera enregistré. Mais Ouais, bah, c'était de après. mémoire, c'était que du. J'ai pas créé de plugin exprès pour ça. Non, c'était que de l'intégration par workflow et backend workflow avec des calls API. Ok. Donc là, tu as dit, entre le lancement et ton parc de 70 clients, il s'était passé à peu près un an. Tu avais ajouté quelques fonctionnalités. Après, il y Hmm. a eu une période de creux où tu as pu faire d'acquisition euh, parce que tu étais sur d'autres projets, c'est ça? Enfin, tu avais peut-être une Parce que mission. j'étais sur d'autres projets, parce que j'étais sur des missions qui me prenaient du temps et moins de motivation aussi. Je suis très curieux et donc je me lasse vite. Quand j'ai un truc qui me plaît, j'y vais à fond, mais si je vois autre chose qui va me plaire, je vais aller sur autre chose. Et finalement, je touche trop à tout pour être expert d'un truc. C'est un peu comme mon école nagée, tu vois. Je suis généraliste et j'aime bien essayer. Donc, encore heureux que je ne vais pas sur du WeWeb et du Flutterflow et je me concentre que sur du Bubble pour ce qui est des web apps. Oui. Mais dans ce business-là, en tout cas, voilà, j'ai perdu un petit peu de motivation. Surtout Ok. qu'il y a des concurrents aussi qui sont arrivés. Alors, pas forcément en France, mais tu as des concurrents anglophones ou même des gens qui sont plus à même d'utiliser l'IA eux-mêmes avec des GPT qui vont faire les choses eux-mêmes. Donc, j'ai perdu forcément un peu plus de clients et ça donne un petit peu un coup de mou. Comme ce n'était pas essentiel pour moi de scaler cette app-là pour en vivre, ça donnait un coup de mou. J'ai perdu un peu de motivation pour trouver d'autres nouveaux clients. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis sur la motivation parce que c'est quand même, selon moi, un des facteurs principaux pour tenir un produit sur la durée parce qu'au final, t'as bien ciblé un use case, un vrai problème, tu le résous avec un outil, enfin avec un produit. Mais après, bon, la partie marketing, c'est plus vraiment le côté ténacité, Mm. régularité. Et ça, en fait, il y a un petit peu je pense, cette traversée du désert où il faut, par moment, juste ben, enfin, rester motivé. C'est pas forcément évident de rester motivé. Donc, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête quand tu lances un produit, parce qu'il y a un petit peu ce fantasme qu'on peut voir dans le marketing sur les réseaux, c'est lance ton produit et puis gagne 10 000 euros par mois dans 3 mois. C'est pas si simple. En fait, C'est pas si simple. c'est pas Non, si simple. surtout quand tu as une activité à plein temps à côté, comme moi qui suis freelance. Mon LinkedIn, tu vois, c'est pas ma vitrine pour Scribecast. Mon LinkedIn, c'est aussi ma vitrine personnelle, c'est mon branding, c'est là où je vais parler de moi pour trouver des nouveaux clients pour mon freelancing. Donc, j'ai aussi cet aspect où je me dis, si je parle trop de Scribecast, les gens vont pas savoir que je suis freelance. Et du coup, si j'en parle, bah, ça demande du temps parce qu'il faut créer bah, des posts, il faut savoir de quoi parler, il faut savoir mettre des beaux visuels, voir des vidéos dessus. Ça prend du temps. Et je me dis, plutôt que de faire ça, j'aurais eu dès le début mieux à faire que de. J'aurais dû créer des posts, en fait, faire du SEO pour que ça soit organique et que ça roule tout seul ensuite, faire des vidéos YouTube pour que là aussi ça soit evergreen.
contrairement à des petits posts LinkedIn qui passent une journée et après tu les vois plus, quoi. Et j'ai une autre question qui me vient en tête. J'ai toujours trouvé que tu avais un produit avec une très belle UX et UI. T'as, enfin, c'est toi qui as cette compétence product design ou tu es entouré? Ou Alors tu non, travailles avec quelqu'un? je suis tout seul, Ok? mais au contraire, je n'ai pas de compétences design. J'ai fait les choses petit à petit, je les ai améliorées petit à petit. J'ai pas fait de maquette Figma, je suis vraiment allé dans le dur tout de suite, que ce soit Ok? pour l'app ou le site vitrine sur Framer. Je suis allé dans le dur tout de suite et au fur et à mesure, j'ai amélioré. Sincèrement, je me suis dit, tiens là. Et aussi, ouais, aussi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est d'utiliser nos codables components. Je sais pas si ça te parle. Ouais, je connais, ouais. Des composants pour Bubble qui sont faits par Thomas Couderc, donc un bubbler aussi qui a monté l'agence Stack, l'agence NoCode Stack avec Pierre et Maxime. Euh, Vraiment, cette bibliothèque de composants-là, elle te fait gagner énormément de temps. Ça m'a permis aussi d'améliorer un peu mon UI grâce à ça. Ok. Ok, donc intéressant, mais t'as vraiment tout seul. Ouais. C'est sincère, moi, je trouve l'interface très agréable. Donc là, aujourd'hui, avec enfin, avec cet arrêt un petit peu du marketing, pour en revenir à cet événement, tu en es où d'un point de vue parc client? Tu as combien d'utilisateurs? Et j'aime bien aussi avoir le ratio des utilisateurs gratuits et payants. Parce que c'est dans les derniers Ouais. échanges que j'ai eus, des fois, c'était assez bluffant de voir le ratio. Tu en es où là dans Scribecast? Au début, j'étais à 10% entre les inscrits, total des inscrits et total de payants. C'était 10%, 10-13% des fois même. C'était un bon ratio, je trouve. Aujourd'hui, j'ai pas le chiffre. J'ai pas été voir. Encore une fois, tu le vois, je suis de moins en moins intéressé Hmm. par le produit et j'y vais moins souvent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le churn naturel, donc le churn, c'est les gens qui se désabonnent, Oui, soit parce qu'ils arrêtent le podcasting parce que c'est trop dur, soit parce que ils sont entre deux saisons et du coup ils n'en ont pas besoin, ils se désabonnent pour revenir plus tard. Ça arrivait, hein. Il y en a qui reviennent. Certains font de l'upsell, donc ils vont aller sur un abonnement plus gros parce qu'ils ont plus de besoins. Donc ça, c'est cool aussi. Mais en nombre de clients, ça a baissé, c'est sûr. Encore une fois, je l'ai dit, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce que les gens sont de plus en plus autonomes aussi avec l'IA, donc ils peuvent arriver quasiment au même résultat, sauf qu'ils n'ont pas l'interface de gestion, une bibliothèque de leur podcast, etc. Mais ils ont des codes qui sont transcrits, ils font des copier-coller depuis ChatGPT, je ne sais pas comment, mais bref, ils s'en sortent très bien comme ça pour quasiment rien. Donc ça a forcément baissé, et là aujourd'hui, mon MRR, il a baissé de 40% par rapport à ce que je faisais au plus haut, quoi. ok. Mais donc, ok, ok. Et donc là, pour toi, pour enfin, pour les prochains mois, tu es dans l'idée de bosser de reprendre le projet, des fonctionnalités particulières que tu as prévues ou bon, bah, le projet, tu l'as lancé, tu vas le laisser vivre, mais Ouais. peut-être par motivation ou par autre C'est projet, c'est pas forcément ça la priorité pour les prochains mois. C'est un peu des deux. J'ai envie de le laisser vivre parce que, encore une fois, je suis curieux d'autre chose maintenant. On va en parler peut-être, qui est Hmm. Claude Code, donc le code avec assisté par IA. Euh, j'ai ajouté les dernières features, qui étaient celles dont je t'ai parlé, la synchronisation Notion et l'implémentation native dans Auphonic. Ça m'a été demandé, donc je l'ai fait. Maintenant, j'ai pas d'autre chose sous le capot, hormis ce que j'ai déjà dit dans le podcast. Pour la suite, du coup, j'ai plutôt l'envie aujourd'hui de faire une sorte de un fork. Donc tu vois, un fork, c'est un produit dérivé d'un produit existant. Comme quand tu es sur GitHub, tu prends un repo GitHub et tu fais un fork pour le mettre à ta sauce. J'ai envie de faire un produit dérivé pour répondre à un besoin client qu'on m'a énuméré. Aujourd'hui, quand tu enregistres un épisode, on va dire un épisode de 2 heures, tu l'enregistres et après tu le mets dans Scriptcast et tu as la transcription. Au bout de 10 minutes, tout est clair, tu as les contenus. Mais si tu dois retravailler derrière pour créer des contenus à la main, il faut que tu réécoutes l'épisode quand même en suivant la transcription que Scriptcast a donnée. Donc, tu vas repasser 2 heures en disant, OK, là, il avait parlé de ça, tu surlignes, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Même si je permets, moi, d'avoir les extraits de moments forts ou le chapitrage, beaucoup doivent reprendre derrière l'épisode complet et le relire en même temps qu'ils l'écoutent. Donc là, ils repassent du temps. Donc finalement, au lieu de faire de la transcription asynchrone, je vais passer sur un modèle de transcription synchrone qui permettra à des studios d'avoir la transcription en live au moment où tu enregistres l'épisode. Comme là, on le fait à deux, tu aurais déjà la transcription en fait qui est déroulée. Tu n'as pas Hmm. besoin de la refaire. Et c'est pour les studios qui ont des assistants de production et qui, eux, sont là pour, OK, enregistrer, mais aussi marquer avec des marqueurs, hein. Donc là, il y a un moment fort. Là, tiens, c'est bon pour un chapitre. Là, tiens, il y a des chiffres à vérifier. Au même moment que la transcription arrive devant toi en live, tu peux poser des marqueurs finalement.
Et c'est là-dessus où j'ai envie d'aller. Et ça, par contre, je ne l'ai pas fait avec Bubble. Je suis directement allé sur du code grâce à Claude Code. Ok. Et bah, du coup, là, ça sera intéressant qu'on discute un petit peu plus de cette façon de développer. Pour le coup, en plus, moi, à la base, tu vois, j'étais pas destiné à être développeur. Je suis devenu développeur parce que j'ai entrepris. J'avais fait une formation qui s'appelle Le Wagon à l'époque, Mm. pendant 3 mois. Mais pendant 4, 5 ans, j'ai développé en code traditionnel sur un setup sur du Ruby on Rails pour être précis. J'ai découvert le no-code par ouverture d'esprit, je suis passé au no-code et j'ai renoncé à toute cette flexibilité que je pouvais, enfin, à tous les avantages du code parce que j'ai été bluffé par la vitesse d'exécution que j'arrivais à avoir sur la partie prototypage et même en fait avec des outils back-end comme Supabase, Firebase en back, tu pouvais faire une architecture très pro et donc faire une application qui monte en charge sans problème. Donc j'ai un petit peu, je suis totalement passé au low code, disons, Ouais. mais quand même plus no code, low code. Et là, effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter. Bon, j'ai vu arriver la vague de vibe coding. J'ai testé ces outils-là qui sont assez redoutables, mais bon, je suis resté sur les technos de base parce que l'idée quand même, c'est pas de changer de techno toutes les 2 semaines, mais c'est plus de sortir des produits qui ont de l'impact. En revanche, là où j'ai commencé à changer un petit peu mon fusil d'épaule, c'est en testant cette approche qu'on appelle agentic coding, notamment avec Claude Code. Et bon, bah, moi, sur mes projets, je suis en train de faire une transition parce que, bah, en fait, pour les mêmes raisons que j'ai fait la transition du code au no-code à Mm. l'époque, c'est que, objectivement, je suis plus efficace, je fais des produits plus rapidement et plus puissants en orchestrant une IA Ouais. il faut quand même avoir une capacité d'esprit critique, je trouve, sur ce qui est généré. Ça, c'est le gros point à avoir en tête, je trouve, quand tu démarres sans aucune culture digitale, disons. Mais en fait, même avec le no-code, à un moment, si tu arrives sans aucune compétence, tu vas bricoler, mais tu vas pas faire quelque chose de stable. Donc en fait, le sujet reste le même. Donc toi, là, tu as beaucoup fait du Bubble. Tu utilises Cloud Code? Enfin, tu comptes encore utiliser Bubble pour la suite ou c'est tout, tu tournes Alors, la page du no? oui et non. En fait, sur la partie mission pour mes clients, il y a beaucoup de clients qui sont sur Bubble et qui veulent des produits Bubble, où il y a des missions aussi où il faut faire de l'optimisation ou de la maintenance. Ouais, Donc, Bubble, oui, j'y suis et j'y reste, forcément. Je n'irai pas sur d'autres choses en termes de no-code. d'accord. Par contre, pour moi, à titre personnel et pour demain peut-être, oui, je vais sur du code comme tu me l'as dit pour les mêmes raisons. Parce que j'ai commencé d'abord à expérimenter il y a 10-12 mois Lovable. Ça m'a permis de connaître Supabase, ça m'a permis de connaître GitHub, les push, les merges, les commits, tout ça. Et je me suis dit, tiens, maintenant j'arrive à faire le lien de tout ça avec ce que je commençais à faire enfin, ce que je faisais depuis un moment déjà en no-code. C'est-à-dire que je comprenais de mieux en mieux les principes de fonctionnement d'un développement web fait par un dev, un vrai dev. Et je me suis rendu compte que le no-code, sans le savoir, m'a appris ce que c'était que de l'authentification, qu'est-ce que c'était qu'une API, c'est quoi aussi du CRUD, donc le Create, Read, Update et Delete, comment itérer rapidement. Donc ça m'amène aussi sur des méthodes agiles, donc avec des épiques et des stories. Euh, Toute cette vision en fait que j'avais en no code, j'arrive maintenant à la transmettre au code et de devenir développeur sans savoir l'écrire finalement, mais je comprends tous ces principes-là, les principes, les méthodos, etc. Et j'arrive finalement à coder. Donc en partant de Lovable, j'ai été limité par l'abonnement finalement. Donc j'ai sorti mon code grâce à GitHub, chose qu'on ne peut pas faire en no-code assez souvent. J'ai pris mon code, je l'ai hébergé sur GitHub. Ensuite, j'ai ouvert ce code directement dans Windsurf et Cursor, donc des IDE finalement de coding assisté par IA avec leurs propres assistants. J'ai délaissé Windsurf pour Cursor, Cursor que je trouvais mieux finalement ensuite. Et après est venu Cloud Code. Et là, Cloud Code dans le terminal en CLI, je l'avais testé dès sa sortie il y a déjà un bout de temps, hein, mais je n'avais pas accroché avec les lignes de commande. Et encore une fois, bah, au fur et à mesure d'avancer sur ces agentic coding tools, euh, j'ai dit OK, Cloud Code, je vais le retester. Et là, quand je l'ai retesté, c'était magique. C'est un peu comme Bubble, hein. Bubble, je l'ai découvert en école d'ingé en 2018. Jusqu'à 2019, je ne l'avais pas utilisé finalement. Pendant un an, j'ai mis de côté. Bah là, c'était pareil avec Cloud Code. Et je me rends compte qu'avec Cloud Code, bah, j'arrive. Bah, déjà, ils sont beaucoup plus performants, ces agents IA. Hmm. Euh, c'est vraiment, même aussi les modèles, hein, Opus 4.5, 4.6, ils sont vraiment excellents.
Ils font beaucoup moins d'erreurs que ce que faisait Lovable à l'époque. Bon, Lovable est peut-être très bon maintenant, je ne l'ai pas réutilisé depuis. Et finalement, quand tu utilises des méthodes, moi j'utilise la méthode de développement agentique BIMAD. Donc alors j'ai plus l'acronyme ce que ça veut dire, mais en gros c'est une méthode AI-driven avec une méthodologie agile. Tu as un Scrum Master qui va être le team leader finalement. Tu auras un dev qui va dev, tu auras quelqu'un qui va s'occuper de l'UX, tu auras un architecte pour faire ton architecture technique, ta stack technique. Et tu passes par une première phase d'analyse, de brainstorming, où tu vas décrire tout ce que tu veux. Et ça va permettre de créer des user stories très clairs. Et finalement, bah, tu as le dev, l'agent dev qui va développer chacune des user stories. À la fin d'une épique, tu vas pouvoir faire une rétrospective et dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Comment ça s'est passé? Donc, tu vois les agents dans Claude Code qui se parlent. Et les agents te posent des questions en disant, Michael, qu'est-ce que tu en penses de ça? On était bon ou pas? Qu'est-ce que tu peux dire? Donc ça, je trouve vraiment ça cool. Et je me retrouve à travailler avec une équipe, mais tout en étant seul. Mm. Et ça, je trouve ça magique, tout en suivant une méthode agile, avec un designer, avec un architecte, avec un Scrum Master. Et donc là, ça déroule. Je les vois travailler, je vois ce qu'ils font, j'arrive à les guider. Et je trouve cet effet waouh que j'avais découvert aussi avec le no-code à l'époque, qui est encore plus fort aujourd'hui avec Cloud Code. Et finalement, les apps, ben, on parle souvent des problèmes de sécurité liés au vibe coding et aux apps qui sont développées par des non-devs. Mais finalement, tu as les mêmes problématiques sur Bubble, hein. Dans Bubble, tu as des notions d'authentification, de verrouillage de tes API, de tes routes, de tes workflows. Tu as des privacy rules, tu as tu as exactement les mêmes choses. Ça se traduit autrement dans du Supabase, par exemple, mais c'est exactement les mêmes choses. Donc, le fait de dire, ouais, l'IA code mal, l'IA, il y a des problèmes de sécurité, bah, c'est comme un stagiaire qui serait en no-code sur Bubble. Il va mal faire les choses au début, ça ne sera pas une app performante, il y aura des choses qui ne sont pas verrouillées ou fermées au niveau de la base de données. Tu as exactement les mêmes problématiques. Donc, pour moi, ce n'est pas l'IA le problème, c'est la façon dont tu t'en sers. Et à partir du moment où tu arrives à capter ça et quand tu comprends comment ça fonctionne et comment il faut coder comme un vrai dev, sans forcément écrire non plus des lignes de code, ben là, tu peux faire des applications qui sont, je pense, assez robustes. Mais bah, là où je suis vraiment, déjà pour revenir sur un point que tu évoquais là au début de ton explication, c'est quand tu es passé du no-code au code à assister à l'IA, où tu as compris en fait que le no-code, tu avais appris cette logique, je suis 100% d'accord parce que, bon, bah, en fait, moi, quand je suis passé du code au no-code et que j'ai fait mes premières boucles via une interface, bon, en fait, j'ai vraiment compris que j'aime bien le terme programmation visuelle parce Mm. qu'en fait, je trouve, ce qui définit le plus le no-code, c'est que moi, la réflexion, enfin, disons, l'enjeu intellectuel, ça a été de comprendre qu'est-ce qu'une boucle et pourquoi est-ce que c'est utile. Mais en fait, écrire une boucle en code ou la mettre dans un bon contexte en no-code, c'est exactement le même enjeu. Donc en fait, le sujet, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on fait une boucle. Et donc ça, c'est la même chose. Et du coup, je voulais revenir là-dessus parce que je l'ai vraiment ressenti. Et sur les gens que j'accompagne qui ont pas du tout de compétences techniques, bah, il y a vraiment ce même. Au moment où on arrive sur, bon, bah là, on va faire une boucle pour itérer sur. Enfin, peu importe. Bon, bah, il y a vraiment je me revois, moi, au début, quand on m'a dit en formation, bon, bah voilà, ça, c'est une boucle, ça sert à ça. Et puis que j'ai mis un petit peu de temps à maîtriser cette gymnastique intellectuelle que j'avais pas l'habitude d'utiliser, tout simplement. Moi, je te comprends à 100%. Moi, j'ai découvert aussi les potentiels, par exemple, des back-end workflows dans Bubble. J'avais du mal à appréhender ce sujet et c'est vraiment quand j'ai fait le bootcamp de Auto que j'ai compris à quoi ça servait, comment on s'en servait, pourquoi on s'en servait. Et là, dans le code, maintenant, c'est à peu près la même chose aussi. Ouais. Et sur la partie sécurité, je pense que j'avais aussi ce préjugé négatif sur l'IA. Sauf que aujourd'hui, moi, pareil, quand j'ai commencé à développer, bon, bah, en fait, tu générais ton projet, ton back-end, tout était fait, disons, custom. Mais aujourd'hui, quasiment tous les projets en fait sont, mis à part là sur Bubble où tout est fait sur le même environnement, mais dans la quasi-totalité des projets, tu vois que c'est branché à un Supabase, à un Firebase, à un Xano, et tu as quand même toujours cette partie architecture, enfin setup de ton back-end qui reste importante. Et je trouve que c'est encore plus important aujourd'hui de bien maîtriser ces outils-là. Enfin, par exemple, si on choisit, moi j'utilise beaucoup Firebase. Mm. Bon, ben, sur Firebase, tu dois gérer tes règles de sécurité. Bon, par exemple,
Si tu maîtrises bien cet aspect-là, qui n'a rien à voir avec l'agentic coding, c'est vraiment le setup de ton back-end, bon, bah, normalement, tout se passe bien. Donc, ça, c'est quand même un peu moins vrai aujourd'hui. Enfin, je trouve que en fait, et si tu fais une application sur Bubble, enfin, ou sur Flutterflow par exemple, avec un Firebase qui est open, donc tu peux mettre en fait, tu peux lancer un Firebase et mettre, tu sais que tu es en mode test, donc en fait, l'accès à la base de données est 100% libre. Bon, bah, Mm. si tu n'as pas cette éducation-là et que tu le laisses, c'est plus dangereux de faire une application en no-code que de la faire avec de l'IA et de bien setup les éléments, Totalement. quoi. Ouais, Donc, totalement d'accord. ça, je trouve, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc maintenant, bon bah, du coup, je pense que nous, en tout cas, on en arrive à la même conclusion hein, sur nos parcours, c'est que moi aujourd'hui, il y a encore des projets que je peux être amené à faire en no-code, parce que déjà, il y a tout un écosystème sur Flutterflow qui a été créé, et il faut maintenir cet écosystème, on va pas tout supprimer du jour au lendemain. Par contre, sur des projets, il y a quand même l'agentic coding qui m'a plutôt pas mal convaincu et que je vais de plus en plus développer sur les prochains mois. Et donc là, toi, on en avait rapidement discuté, mais il me semble que tu as développé, du coup, avec cette approche agentic coding, un nouveau projet, un Ouais. nouveau SaaS. Tu peux m'en dire un peu plus enfin, un petit peu comme pour Scribecast, d'où Ouais, l'idée ok. était venue et comment. D'où ça vient? Alors l'idée, Ouais. elle est venue d'une amie en fait qui est, ça n'a rien à voir avec la tech pour le coup. Pas de podcast, rien. C'est une amie qui est prothésiste ongulaire, donc c'est une amie qui fait de la manucure hein, chez elle pour ses clientes. Et elle me disait, tiens, Mika, est-ce que tu pourrais pas me proposer quelque chose? Parce que je prends toutes mes notes sur un bloc-notes, je fais mon chiffre d'affaires un peu comme je le peux sur Excel, mais je galère du coup à retrouver les informations de mes clientes, quel vernis elles ont posé il y a 3 mois, qu'est-ce qu'elles m'ont dit que je pourrais avoir en tête, c'est intéressant de le savoir quand elles reviennent chez moi. Et en gros, le besoin, c'est le même qu'un CRM type HubSpot ou Pipedrive pour un sales quand il a un prospect. Il faut savoir à qui il a affaire, qu'est-ce qu'il lui avait dit, qu'est-ce qu'il lui a vendu. Là, c'est la même chose. Et je m'étais dit, bah ouais, ok, je vais te faire un truc. Dans ma tête, moi, j'avais quelque chose fait sur Airtable et Make. Clairement, je voulais qu'elle gère ses clientes et ses services sur Airtable. Je voulais orchestrer derrière tout ça avec du Make, faire un scénario pour envoyer des SMS de rappel, etc. Donc j'ai pensé à ça. Et là, je vois Lovable, je me dis, tiens, je vais essayer de lui demander un truc, voir ce qui me sort. Peut-être ça me fera au moins l'interface et puis je pourrais m'en inspirer sur autre chose. Si je veux brancher un software sur Airtable, ensuite, j'aurai un front branché sur Airtable et j'aurai une idée parce que Lovable m'aura fait un beau design. Et finalement, premier jet de Lovable, plutôt pas mal et surtout, je vois qu'il fonctionne. Alors j'ai itéré quand même, il y avait des fixes à faire, à mettre en place, il y avait des choses qui allaient pas. J'ai itéré, mais arrivé au bout de quelques jours, j'avais un produit qui fonctionnait, je lui ai montré, elle en était fan. Euh, donc je me suis dit, ok, bah allez, je vais le mettre sur Vercel, je l'héberge sur Vercel, je mets un nom de domaine dessus. Hop, je mets un nom de domaine dessus et excusez-moi pour la caméra. Ouais, pas de Hop. souci. Et du coup, je lui donne accès. Comme ça, elle peut l'essayer. Et là, elle m'a dit, ah, c'est canon, ça marche bien. Puis elle m'a fait des retours tout de suite en disant, tiens, là, il faudrait ça, là, il faudrait ça. Et je me suis pris au jeu de, bah, je vais travailler en binôme avec Lovable pour avoir un produit. Seulement, à force de donner des consignes à Lovable, ça monte vite. J'étais passé du plan gratuit au plan à 20 euros, puis le plan à 50 euros. Je me dis, oh, ça va trop vite pour ce que j'en fais. Donc, j'ai pris mon code, comme je te le disais, je l'ai enlevé, je l'ai mis sur GitHub et j'ai essayé d'utiliser les assistants de Windsurf et ou Cursor, qui étaient finalement moins chers parce que tu payais à l'usage ou un petit abonnement à 20 euros par mois finalement. Et là, le produit s'est amélioré. Donc, je lui ai laissé, je lui ai donné, elle s'en est servie toute seule pendant plusieurs mois, elle a tourné avec, pendant 6 mois, je crois, 6, 7 mois. Et je l'ai revu plus récemment. Elle m'a dit, tiens, là, il me faudrait ça, là, il me faudrait ça, là, il me faudrait ça. J'ai dit, ah, ça devient un peu complexe quand même. Écoute, moi, j'aime bien le challenge, j'aime bien essayer, je vais le faire. Et c'est là où je vais demander finalement à Claude Code de m'aider. Hmm. J'ai repris le projet, je l'ai mis dans Claude Code, je lui ai fait un slash init pour avoir une passe sur la code base. Il a bien compris le projet. Et de lui-même, il m'a dit, tiens, bah, ça serait bien de rajouter ça, ça serait bien de rajouter ça. Et ça rejoignait ce qu'elle me disait. Et je me suis dit, bon, bah, c'est gagné. Enfin, le soft, là, Cloud Code, c'est nickel. Je vais essayer d'aller plus loin. Et si ça marche, je vais en faire un SaaS avec un mode d'abonnement pour l'ouvrir à tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Donc, le produit, il tourne. C'est un CRM pour prothésiste ongulaire. Ça s'appelle Nail Harmony. Donc, Nail, N-A-I-L-Harmony avec un Y. J'ai fait une page de vente aussi avec Cloud Code. Parce que vu qu'il avait toute la code base, il savait
quel était le produit, comment il fonctionnait. Et vu que c'est lui qui Ok. l'avait fait, je lui ai dit, bah vas-y, fais-moi un site vitrine. Le site vitrine, il l'a fait en 2 secondes, nickel. Je lui ai dit, bah allez, c'est parfait. Site vitrine, application qui tourne. J'ai regardé un petit peu quand même au niveau, on en parlait de la sécurité des données, je ne dois pas être propre à 100%, mais c'est quand même mieux que ce que c'était à l'époque. Et j'ai intégré Stripe pour faire des abonnements. Alors là, Cloud Code, l'intégration de Stripe, déjà sur Bubble, c'était facile, mais avec Cloud Code, c'est encore plus simple. J'ai testé en mode test, tout passe bien, les modes abonnement, enfin les modes payants, gratuits, les crédits, etc. J'ai dit, c'est bon, maintenant je mets en ligne, j'ai un produit. Et donc là, j'ai une dizaine de personnes, un peu comme Scribecast au début, une dizaine de personnes qui sont en mode test dessus, qui vont me faire des retours. Et les retours, je vais les prendre pour améliorer avant de le lancer de manière plus officielle avec des communications sur les groupes Facebook. Sauf que maintenant, j'ai un blog sur le site, un blog que je vais alimenter avec des articles de blog, bien évidemment rédigés par IA, mais Ouais. optimisés pour Tant le qu'à faire. SEO. Voilà. Je vais travailler aussi sur le GEO, donc le fait d'être référencé sur ChatGPT, par exemple, dans les LLM. Tiens, maintenant, c'est vrai que les gens ont plus l'habitude d'aller sur ChatGPT pour dire, tiens, il me faut un logiciel de gestion de manucure, ils vont aller sur ChatGPT. Il faut que j'arrive à sortir au niveau de ces résultats-là. Et j'ai fait une vidéo de présentation aussi avec Claude Code. C'est pas moi qui fais le motion design, c'est Claude Code qui l'a fait. Ça me permet d'avoir une vidéo de démo. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux parti que Scribecast ne l'était à l'époque. On va dire que ça m'a appris beaucoup de choses et que là, maintenant, ce que j'ai appris et ce que je n'ai pas fait, je le fais aussi bien maintenant, quoi. La vidéo, c'est Claude Code. Enfin, il me semble que j'avais entendu parler de cette enfin, Ouais. de cette approche, mais c'est avec En un fait, autre c'est outil, avec non? dans Claude Code, je lui ai demandé d'utiliser Remotion. Donc Remotion, Oui, c'est un voilà. outil pareil en ligne de commande, hein, qui fait du code finalement. Donc il l'a intégré, il l'a installé dans mon repo. Et je lui ai dit, bah voilà, maintenant je voudrais des scènes qui présentent mes features. Donc il y en avait 6 ou 7, je crois. Donc il a créé une intro, une outro. Entre les deux, il a mis des scènes pour présenter les features. Automatiquement, Claude Code a généré les scripts. Et les scripts, on les a envoyés sur Eleven Labs pour les vocaliser avec une voix de femme assez jeune. Et derrière, ces scripts, après, il les a collés sur les scènes de la vidéo. Et à la fin, j'ai eu une vidéo. Donc le premier jet, ça m'a pris 3 heures. Après, je l'améliore un petit peu. Mais en 3 heures, j'avais une vidéo potable avec une voix posée dessus qui dictait un script que je n'avais même pas écrit non plus. Impressionnant. Ouais, donc ça, c'est vraiment fort. Et là, du coup, au niveau acquisition, t'as des utilisateurs. T'as combien d'utilisateurs? Est-ce que tu as des utilisateurs payants? Ouais, j'en ai 10. J'ai mon amie qui est, elle, la plus calée sur l'outil, parce qu'elle l'utilise depuis plusieurs mois. J'en ai 10 impayants pour l'instant. Et deux, je crois, qui sont en période d'essai. Donc à voir si ça transforme dans peu de temps. Mais voilà où j'en suis pour l'instant. Sur l'acquisition, je vais faire des ads aussi, parce que vu que je peux faire des visuels avec l'IA, bah, autant en profiter pour faire des visuels type vidéo que je vais balancer dans des ads, plus le SEO. Donc j'espère que ça va décoller. Après, c'est un milieu très concurrentiel, il y a pas mal de logiciels qui font ça. Donc c'est Mhm. réussir à se démarquer pour avoir un outil simple et pas trop cher finalement, comparé aux autres qui sont plus chers et plus complexes. Ok, bah, je pense là, après, c'est des grosses boîtes quand tu dis qu'il y a beaucoup de concurrents ou c'est des petits acteurs? Alors, il y a beaucoup de petits acteurs qui sont connus ou pas, et tu as des grosses boîtes comme du Planity ou du Booksy Ah, qui, eux, Planety, je vont en connais. plus avoir le côté, ils vont avoir le côté marketplace, plateforme. Je suis client de Planity, je vais sur la plateforme et je vais pouvoir me localiser et voir tous les barbiers ou tous les prothésistes ongulaires autour de moi. Donc ça, moi, tu vois, je ne propose pas. Donc il y a beaucoup de nanas qui vont là justement pour avoir du trafic et profiter du trafic de la plateforme et trouver des nouvelles clientes comme ça. Donc moi, je vais adresser celles qui ont un petit budget, qui commencent, et celles qui ont plus gros budget, mais qui n'ont plus forcément besoin de se faire une nouvelle clientèle parce qu'elles ont déjà des clients qui sont là récurrents et qui disent, OK, je vais arrêter de payer 80 balles sur Planity, je vais redescendre sur un logiciel plus simple qui me permet de gérer mes rendez-vous, gérer mes fiches contacts, gérer mes services, faire des rappels par SMS, faire de la remise fidélité, avoir un lien de réservation pour transmettre ça à mes clientes et elles puissent prendre rendez-vous en automatique sur la plateforme. Voilà, tout ça, c'est ce que je propose déjà pour pas très cher et là où d'autres sont beaucoup plus chers. Ok, intéressant. Bah, écoute, je te souhaite toute la réussite pour ce nouveau projet sur lequel je suppose que tu vas faire un peu plus un focus sur les prochains mois. Enfin, Alors, ou un ouais, petit peu même. ça dépend, J'ai ça va l'impression que tu dépendre en as fait. aussi, j'ai l'impression que tu as aussi
appris de Scribecast quand tu me dis là tout de suite, je pense SEO, GEO, enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu anticipes aussi le fait que peut-être à un moment tu vas avoir des impératifs et que de faire le travail de fond maintenant que là, tu as l'énergie, tu as la motivation, ça permettra peut-être dans une période où tu peux moins t'investir de continuer à faire une acquisition un peu plus passive. C'est exactement ça. J'ai plus envie de passer mon temps sur des groupes Facebook, encore que là, il n'y aurait même pas de LinkedIn parce que cette clientèle-là n'est pas du tout sur LinkedIn. C'est vraiment des femmes qui sont plutôt sur Facebook. J'ai un homme déjà sur les tests, donc ça c'est cool. J'en ai un qui fait de la manucure. Euh, donc j'ai pas envie de passer du temps sur Facebook à dire tiens, je fais ci, je fais ça, est-ce que tu peux tester, qu'est-ce que tu en penses? Je vais le faire au début forcément pour avoir des feedbacks et améliorer le produit, mais ensuite j'ai envie que ça roule tout seul. J'ai envie que ça soit le SEO et les articles de blog qui ramènent des visiteurs et à moi de faire en sorte que les pages transforment de visiteurs à clients. J'ai envie de profiter aussi comment dire, comme je disais, du JEO, donc le fait d'être référencé sur des LLM pour remonter tout seul. Et du coup, j'ai pas envie de passer du temps à faire autre chose que ce que j'aime. Donc, travailler, diguer, que ce soit pour des clients ou demain sur peut-être autre chose. Mais j'ai pas envie de passer mon temps sur le produit. Pour moi, ça va être un produit qui tourne tout seul et qui me ramène quelques centaines, voire plus. Tant mieux si c'est plus, mais si c'est au moins quelques dizaines, centaines d'euros par mois, bah, c'est déjà ça, quoi. Alors, je te pose la question vraiment sans idée derrière la tête, mais ça me vient là depuis ça. Pourquoi est-ce que tu lâches pas toutes tes activités pour faire un gros focus sur ce produit et espérer faire 5, 10 Voilà. 000, 15 000 euros par mois? Il y a Parce pas que d'idée. parce que pour en arriver là, il faut passer par une phase où tu gagnes rien pendant un moment. Donc, moi, j'ai 40 ans, j'ai une famille, trois enfants, une maison, une voiture à payer. Donc, il faut que le chiffre d'affaires soit Je au comprends. rendez-vous tous les mois. Donc, aujourd'hui, je suis freelance et je travaille avant tout pour ça. C'est 95% de mon revenu, c'est du freelancing. Je me vois pas arrêter pour être focus sur un produit et ne plus rien gagner pendant deux trois mois. Je comprends. Ça se tient tout à fait. C'est une très bonne réponse. Et juste là, ça m'intéresse par contre, parce que enfin, ça se ressent que tu es très curieux, que tu essayes de nouvelles choses. Entre le freelance et ces side projects, enfin, ça te prend combien de temps sur une semaine tu bosses, tu arrives à avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Quand je dis vie pro, là, Ouais, j'inclus tout, hein. ouais, non, non, moi je bosse de 9h à 17h45 parce que le matin je gère mon petit, je le ramène à l'école. Le soir, je vais le chercher à la garderie. Donc de 17h45 après jusqu'à 22h, plus d'ordinateur et le week-end non plus. Il m'arrive de bosser après 22h. Quand tout le monde a fini ce qu'il avait à faire, quand on a fini de regarder notre série sur Netflix, bah c'est tout. Moi je suis libre de faire ce que je veux. Soit on va dormir, soit parce que je suis crevé, soit j'en profite pour diguer encore un peu plus. Et donc je peux travailler jusqu'à minuit, 1h du matin sur des sujets qui me passionnent, sans pour autant être très fatigué le lendemain. Donc ça, c'est encore heureux que j'arrive à passer un peu de temps en soirée sur ces sujets-là. Mais sinon, j'ai une journée tout à fait normale entre 9h et 17h45 de travail. Ok, intéressant. J'avais vu, alors moi, j'ai pas encore d'enfant, mais j'avais vu un post sur LinkedIn encore d'un entrepreneur qui disait que avoir des enfants, ça a été une révélation pour optimiser sa productivité. Il avait plus d'excuses. Comme tu dis, à 17h45, c'est terminé, il faut aller à la garderie. Donc, Ouais, il n'y a plus de procrastination à 15h, on optimise tout, quoi. c'est ça, t'es obligé. Puis en plus, t'es fatigué, surtout au début, quand les enfants sont petits. T'es quand même fatigué parce que tu dors moins, parce que c'est du sport, hein, un enfant, c'est du sport. Donc, forcément, tu bosses autrement. Faut toujours réussir à faire autant, mais en bossant autrement. Ok. Bah oui, je verrai bien quand j'aurai mes propres enfants, mais j'ai ce même écho quand j'échange avec des parents. Ok, bah écoute, Mickaël, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des sujets qu'on souhaitait aborder entre Scribecast, Nail Harmony, enfin, vous voulez aussi discuter du no-code, de l'agentic coding et du vibe coding. Il y a peut-être quelque chose que tu souhaiterais aborder avant qu'on clôture cette discussion? Non, franchement, ouais, on a fait le tour. Moi, maintenant, c'est focus sur. Je continue à travailler avec Bubble, mais je me focus beaucoup sur Cloud Code et autres, hein. Donc, le fait de coder en étant assisté par l'IA. Je me renseigne sur les différentes méthodes de code qu'on peut trouver dans Cloud Code. Donc, moi, j'utilise la BIMAD, mais il y en a plein d'autres. Tu as la Ralph, donc le petit bonhomme dans les Simpsons s'appelle Ralph. C'est une méthode de code aussi. T'as la méthode Swarm, tu as la méthode Team qui permet de travailler avec des agents maintenant en mode team et ils vont bosser en parallèle en même temps. Donc voilà, tout ça, c'est encore des choses à tester pour moi. Aujourd'hui, je lance la méthode BIMAD. Donc si certaines personnes sont intéressées par cette méthode et en ont entendu parler et veulent en savoir un peu plus, par contre, là, je suis ouvert et je peux en discuter, prendre du temps pour leur expliquer comment ça marche, ce que ça fait, etc. Super. Dans tous les cas, je mettrai les liens de ton LinkedIn si tu veux, et puis Ouais.
de Scribecast et Nail Harmony dans la description. Ouais, Euh, Bah écoute, c'est tout pour moi. Enfin, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, enfin, pour qu'on ait cet échange à deux. Je trouvais ça super intéressant. J'avais vraiment envie d'en savoir un peu plus sur le parcours de Scribecast, de parler d'agentic coding avec toi. Et bon, on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur tous ces sujets-là. Et ce qu'on va vous préparer, c'est une démo de Scribecast que j'ajouterai en début ou à la fin de l'épisode pour que vous puissiez voir le rendu directement. parfait, on fera ça. Et puis dès que c'est prêt, je te l'envoie. Super. Bah, merci beaucoup, Mickaël. Bonne journée. Merci pour l'invite. Au revoir, à bientôt. Salut.